ça va être compliqué. Bien. Bonjour à tous. Je voudrais, au nom du comité Vérité et Justice pour Charonne, vous remercier de votre présence nombreuse. Je voudrais excuser certaines personnes avant de donner la parole à Philippe Martinez et Pierre Laurent. Delphine Renard sera présente ce soir à l'Hôtel de Ville. Nous avons une soirée à 18h, mais elle s'excuse de ne pouvoir être présente ici, au métro Charonne. Je voudrais excuser également Daniel Renard, qui est le président de notre comité Vérité et Justice pour Charonne, qui est souffrant et qui ne peut pas être là. Je voudrais excuser également Patrick Bloch, député du 11e arrondissement, qui est empêché et ne peut être là. Je veux saluer la présence de Marie-Pierre Vieux, maire adjointe de Paris. Non, Catherine Vieux-Charrier. Catherine Vieux-Charrier. Catherine Vieux-Charrier, excusez-moi, j'ai fait une confusion. Bien, c'est Catherine Vieux-Charrier. De Michel Billis, qui représente Francis Vauglin, le maire du 11e arrondissement. Je voudrais également signaler la présence de Pascal Joly, qui est secrétaire général de l'URIF-CGT, qui est l'organisateur avec le comité Vérité et Justice pour Charonne de ces commémorations. Et je voudrais saluer également la présence de Camille Lenné, secrétaire général du mouvement de la jeunesse communiste de France. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Martinez, qui est ici derrière moi, voilà, qui est secrétaire général de la CGT. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, comme chaque année depuis 1982, date à laquelle le gouvernement a autorisé le rassemblement ici au métro Charonne, nous voici ensemble ce 8 février. Certainement pas par habitude, mais par la double volonté pensée et réfléchie d'honorer d'une part nos 9 camarades massacrés ici en 1962 par la police spéciale parisienne, et d'autre part de nous rappeler qu'une manifestation, y compris dans une démocratie parlementaire, peut engendrer des violences et parfois la mort. Ce 8 février 1962, nos camarades, les dizaines de milliers de manifestants avec eux, ne cherchaient pas les affrontements. Le matin même, sur les ondes radiophoniques, les organisateurs les avaient d'ailleurs, je cite, invités à observer le plus grand calme. Nos camarades cherchaient la paix en Algérie. Ils voulaient barrer la route aux fascistes de l'organisation armée secrète dite OAS, qui la veille encore avait dans Paris commis 10 attentats au plastique, visant entre autres un ministre, André Malraux, un sénateur communiste, Raymond Guyot, un journaliste, un universitaire. Victime de ces bombes dévastatrices, une petite fille, Delphine Renard, gravement blessée, perdra définitivement la vue. Le soir même, l'Union départementale CGT de la Seine, l'Union régionale CFTC, l'UNEF et des sections parisiennes de la Fédération de l'éducation nationale et du SNI donnent rendez-vous à tous les travailleurs pour le lendemain. 8 février à 18h30 à la Bastille. À cet appel contre le fascisme et pour la paix en Algérie s'associent notamment les fédérations parisiennes du Parti communiste français, du PSU, du Mouvement de la paix. Plusieurs cortèges se forment alors dans les rues de Paris et convergent autant que faire se peut. Il fait nuit quand boulevard Voltaire, André Tollet, responsable CGT, au nom des organisateurs, appelle à la dispersion. Sans sommation, une marée de policiers, matraque en main, s'avance,
ils cognent sans retenue. C'est la consigne, je cite, « faire preuve d'énergie dans la dispersion des manifestants ». Sous les coups de matraque, les manifestants tentent de fuir. La plupart rejoignent la bouche de métro la plus proche. Ils trébuchent, tombent dans les escaliers et s'entassent. Les policiers frappent de plus belle, jettent sur eux les grilles arrachées au pied des arbres. On compte 8 morts sur le moment. Un 9e décède à l'hôpital, le plus jeune avait 15 ans. Jean-Pierre Bernard, Fanny Devers, Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Édouard Lemarchand, Suzanne Martorell, Hippolyte Pinat, Maurice Pochard, Raymond Wilgens étaient tous syndiqués à la CGT, 8 d'entre eux étaient communistes. Alors, pourquoi tant de haine? Pour comprendre, il convient de remonter un peu le temps. En 1954, la guerre d'Indochine est à peine terminée que la France entame sa dernière guerre coloniale, celle qui n'ose pas dire son nom et se cache derrière le terme événement, celle qui dure 8 années, la guerre d'Algérie. Le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge donne le la de l'insurrection du peuple algérien. Le FLN commence la lutte armée pour l'indépendance du pays. En effet, au milieu des années du XXe siècle, la France veut encore garder son hégémonie sur sa colonie, soi-disant prolongation du territoire français. L'Algérie, c'est la France, donne les multiples pouvoirs. La CGT, fidèle à ses principes internationalistes et de paix, est résolument contre la colonisation. Elle se prononce dès le début et sans ambiguïté pour l'indépendance de l'Algérie. Elle est isolée, marquée par l'idéologie colonialiste et dominante. Les travailleurs ne comprennent pas toujours. Petit à petit, à force d'explications, la donne va changer. En 1956, la France engage le contingent et rappelle 70 000 hommes. L'opinion publique s'inquiète. En mai 58, De Gaulle obtient les pleins pouvoirs. La 5e République est en place. La CGT, qui tient son 32e congrès, dénonce une fois de plus cette guerre inutile. Vient le temps des premiers retours de soldats. Ils racontent la guerre, les exactions, la torture. C'est bien une guerre, et ces atrocités enfin connues. Les partisans de la paix et de l'indépendance de l'Algérie gagnent des adeptes. Le 3 janvier 1961, par référendum, 75% des Français approuvent le principe de l'autodétermination. Les négociations secrètes vont pouvoir changer de statut et s'ouvrir au grand jour. Pour autant, les partisans de l'Algérie française ne cèdent rien. L'OAS commence son œuvre tant en Algérie qu'en métropole. Assassinats, attentats se multiplient. À Paris, un couvre-feu est décrété pour les Algériens. Le FLN riposte en organisant une manifestation. Le 17 octobre 1961, femmes et enfants en tête du cortège descendent des bidonvilles. Cet affichage de non-violence n'arrête pas Maurice Papon. La police emprisonne, matraque, assassine, jette des corps dans la Seine. C'est dans cet environnement que se déroule la manifestation du 8 février. Le 13 février, les obsèques des victimes de la répression policière rassemblent 1 million de personnes. Cette puissante journée antifasciste et pacifiste exprime une prise de conscience populaire et marque un tournant. Aussi à Évian, les discussions entre le gouvernement français et le FLN reprennent. Le 18 mars 1962, le cessez-le-feu est signé. Nos 9 camarades sont morts pour la paix et l'indépendance du peuple algérien. N'en déplaise à Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui, non content de les faire assassiner, tente de leur faire porter la responsabilité du massacre, témoignant ainsi de la longue tradition de violence d'une partie de la droite à l'encontre des militants ouvriers. Prétextant l'état d'urgence décrété le 21 avril 1961 et des risques de troubles à l'ordre public, le préfet de police, celui-là même qui se rendit célèbre par le zèle qu'il mit sous Vichy à servir les nazis, Maurice Papon, avait interdit la manifestation avec évidemment l'aval de ceux qui, au sommet de l'État, agissent alors pour l'Algérie française.
Interdite ou pas, elle l'était toute systématiquement, d'ailleurs en ce début des années 60, la manifestation a lieu parce qu'il le fallait, parce qu'en France, les manifestations de rue font partie de notre culture collective, même si encore, en 2016, il a fallu le rappeler au gouvernement qui a honteusement essayé d'interdire les manifestations contre la loi El Khomri. De l'entre-deux-guerres à la Ve République, en passant par Vichy, les manifestations de rue sont pratiquées par tous les courants politiques, les syndicats, les associations. C'est le cas le 8 février 1962. Le pouvoir gaulliste, dans cette ultime étape de la guerre, est contraint à la fois de négocier avec le FLN sans donner l'impression de trop céder, tout en combattant l'OAS qui bénéficie d'importants soutiens au sein même de l'appareil d'État, notamment dans l'institution policière. Ainsi se comprend et s'explique la puissance des violences, comme la non-condamnation des coupables de ce crime d'État. Charonne ne fut pas un accident, ni un coup de folie de Papon. Charonne fut la concrétisation d'une violence routinière, inscrite dans des actions autorisées, autant par les techniques du maintien de l'ordre que par une morale policière inavouable et peut-être pas totalement caduque encore aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas avec précision tout ce qu'il s'est passé dans les cortèges du printemps 2016. La troisième raison de se réunir ce 8 février concerne d'abord les nouvelles générations, celles qui doivent connaître cette page de l'histoire de notre pays pour leur permettre d'y voir clair face à ceux qui continuent d'assimiler la guerre d'Algérie à une opération de maintien de l'ordre. Face aux nostalgiques de l'ordre colonial, qui, comme Robert Ménard, maire Front National, a effacé la date du 19 mars d'une rue de Béziers pour la remplacer par le nom d'un membre de la sinistre OAS. L'ignorance du passé est un lourd handicap qui contrarie la construction par le peuple algérien d'une société démocratique faisant la synthèse entre ses traditions culturelles les plus nobles et les valeurs universelles de la communauté humaine. Un handicap aussi pour la France, pour ceux qui, avec nous, veulent en finir avec les idéologies totalitaires, racistes, haineuses. Pour nous tous qui voulons une France démocratique, une France solidaire, une France terre d'accueil. Nous avons besoin de connaître le passé parce qu'il marque notre combat actuel et nos utopies. Les idées des colonialistes, celles des terroristes de l'OAS, ne sont pas totalement mortes en France, en Europe et sur la planète entière. Il faut dégager les rapports nord-sud sur des idées hégémoniques toujours vivantes afin qu'ils empruntent la voie de la paix, de la démocratie, du progrès et du développement. La période que nous vivons doit nous mettre en alerte sur le fait que nos valeurs fondamentales sont de nouveau menacées. On cherche de nouveau à stigmatiser ceux qui ne seraient pas tout à fait français, ceux qui n'auraient pas la bonne religion, ceux qui n'auraient pas les bonnes idées. La misère a toujours été le terreau fertile sur lequel se développe la haine, le racisme et la xénophobie. L'histoire de Charonne imprègne encore l'actuel parce qu'elle appelle au recueillement et suscite la réflexion, parce qu'à proprement parler, cette page n'est pas totalement tournée. Notre combat continue parce que le pays doit aux victimes de Charonne la vérité et la justice sur les responsabilités à l'origine de ce massacre d'État. Je vous remercie.